Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 28 ans. Et il y a 3 semaines, mon père s'est levé lors de notre réunion de famille, a saisi le microphone et a dit quelque chose à mon sujet devant 68 proches, quelque chose que je porterai en moi pour le restant de mes jours. Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes fiers. Voilà ce qu'il a dit. Et il regardait droit vers ma sœur aînée, Béatrice, en le disant. Pendant 22 ans, ma famille m'a appelé « le fardeau ». Le bébé prématuré qui coûte trop cher. La sœur discrète que personne ne défendait. La fille assise au bout de chaque table pendant que Béatrice recevait le financement des études, les éloges, l'amour. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ni mes parents, ni mes cousins, pas une seule personne dans cette foule sait qu'il y a 6 semaines, un jeudi soir à la table de ma cuisine, Béatrice s'est saoulée et a tout avoué. L'argent qu'elle avait volé à nos parents, le diplôme d'infirmière qu'elle avait falsifié, les mensonges qu'elle servait à la famille sur mon compte depuis mes 14 ans, et j'ai tout enregistré. 14 minutes qui allaient briser 22 ans de silence. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai appuyé sur lecture, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous estimez que cette histoire le mérite. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi vous ramener 22 ans en arrière, par une nuit de janvier en Provence, quand je suis arrivé dans ce monde avec 6 semaines d'avance, devenant la dette que ma famille n'a jamais voulu payer. Je suis né un mardi soir de janvier dans un hôpital à 40 minutes de notre maison, car le plus proche n'avait pas de service de réanimation néonatale. Mes poumons n'étaient pas prêts. Mon cœur n'était pas prêt. Rien chez moi n'était prêt. 3 semaines en soins intensifs. 80 000 € de perte de revenus et de frais non remboursés. Mes parents venaient de signer pour leur première maison 2 mois auparavant. Mon père, Gérard, conduisait des camions pour une entreprise de transport régional. Ma mère, Josiane, avait quitté son poste de réceptionniste pour rester avec ma sœur, Béatrice, qui avait 3 ans. Je connais le montant exact parce que ma mère s'est assurée que je ne l'oublie jamais. Elle racontait l'histoire à chaque repas de famille, à chaque Noël, dès qu'il y avait un public. Camille a failli nous mettre sur la paille avant même d'ouvrir les yeux, disait-elle. Puis elle riait, et les proches riaient, et je restais assise là, serrant ma fourchette si fort que mes jointures devenaient blanches. Quand je suis enfin rentré de l'hôpital, petite et fragile, enveloppée dans une couverture jaune, ma sœur Béatrice m'a regardé dans mon berceau et a posé à notre mère une question qui est devenue la blague préférée de la famille Dubois pour les 2 décennies suivantes, on peut la ramener. Tout le monde a ri. Mon père, mes tantes, mes oncles, même ma grand-mère Edith, bien que j'ai appris plus tard qu'elle avait cessé de rire bien avant les autres. Cette question, on peut la ramener, m'a suivi à chaque anniversaire, chaque bulletin scolaire, chaque dîner de fête. Béatrice le disait quand je renversais du jus. Mon père le disait quand j'étais malade en voiture. Ma mère le chuchotait à sa sœur Renée au téléphone quand elle pensait que je ne l'entendais pas. Mais j'entendais toujours. En grandissant, j'ai appris très tôt les règles de notre famille. Règle numéro 1, Béatrice passe en premier. Règle numéro 2, si quelque chose tourne mal, c'est probablement la faute de Camille. Règle numéro 3, ne pas se plaindre des règles 1 et 2. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné la première place au concours départemental d'écriture. Ma professeure de français, Madame Lefebvre, a appelé à la maison pour féliciter mes parents. Ma mère a oublié de venir à la cérémonie de remise des prix. La même semaine, Béatrice a fini 3e à une compétition d'athlétisme scolaire, et nous sommes tous allés fêter ça dans une brasserie. Je me souviens d'être assise sur la banquette, tenant mon certificat sous la table, me demandant si quelqu'un allait m'en parler. Personne ne l'a fait. Mais c'est lors d'un repas de famille en novembre, l'année de mes 14 ans, que quelque chose s'est brisé en moi. Béatrice a dit à ma mère, les larmes aux yeux parce que Béatrice savait toujours exactement quand pleurer que j'avais volé le pendentif en or de notre grand-mère Edith, celui qu'elle portait sur sa photo de mariage, celui qu'elle avait promis de transmettre. Je n'y avais pas touché. Je n'étais même pas entré dans la chambre de grand-mère ce week-end-là. Ça n'avait aucune importance. Ma mère a cru Béatrice instantanément. J'ai été traîné devant 12 membres de la famille dans le salon et sommé de m'agenouiller pour m'excuser auprès de ma grand-mère d'être une voleuse. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré. J'ai dit que j'étais désolé pour quelque chose que je n'avais pas fait. 2 semaines plus tard, le collier est réapparu dans le tiroir de la commode de Béatrice. L'explication de ma mère? Il a dû se mélanger avec le linge. Personne ne s'est excusé.
pas ma mère. Pas Béatrice. Personne. Cette nuit-là, j'ai trouvé le vieux journal intime de ma mère dans le placard du couloir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert. Peut-être que je cherchais la preuve qu'elle m'avait aimé un jour. Au lieu de cela, j'ai trouvé cette ligne datée de l'année de ma naissance. Parfois, j'aimerais qu'on se soit arrêté à une seule. Je l'ai relu cette fois. J'espérais que les mots se réorganiseraient d'eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait. J'ai quitté la maison l'été de mes 18 ans. J'avais obtenu une bourse partielle pour une université publique à 2 heures de route. Rien de prestigieux comme une grande école, mais j'en étais fier. J'avais besoin que mes parents couvrent les 3 500 € restants par an pour le logement et les frais. J'ai apporté la lettre d'aide financière au dîner comme si je présentais une affaire devant un jury. Mon père l'a à peine regardé. Ma mère n'a pas levé les yeux de son assiette. On a déjà assez dépensé pour toi, a-t-elle dit. Entre les frais de ta naissance, ton appareil dentaire et cet inhalateur qu'il te fallait chaque hiver, Camille, on n'a tout simplement pas l'argent. Le même mois, mes parents ont fait un chèque pour la totalité des frais de scolarité de Béatrice dans une école d'infirmière privée. 25 000 €. Pas de bourse partielle. Aucune question posée. Alors, j'ai cumulé 2 emplois. Serveuse à 6 heures du matin, saisie de données en intérim jusqu'à 22 heures. J'ai mis 5 ans pour finir ce qui aurait dû en prendre 3. Mais j'ai obtenu mon diplôme de comptabilité avec 0 dette. Personne n'est venu à ma cérémonie. J'ai porté ma toge seule dans une foule d'inconnus et de familles en liesse. Et pourtant, j'ai continué à être présente. Chaque Noël, je faisais 2 heures de route avec des cadeaux que j'avais emballés moi-même. À chaque réunion de famille, j'apportais un dessert que personne n'avait demandé. Je m'asseyais au bout de la table. Je dormais sur le canapé pendant que Béatrice avait la chambre d'amis avec la courte pointe que ma grand-mère avait faite. J'appelais ma mère chaque dimanche soir. Elle décrochait peut-être 1 fois sur 3. Je me disais que c'était suffisant. Que si je continuais d'essayer, quelque chose finirait par changer, que l'amour était là, juste enfoui sous des années d'habitude, de stress financier et de vieilles rancœurs. Je n'essayais pas de gagner leur amour. Je pensais que je l'avais déjà, qu'il était juste coincé sous quelque chose que je n'avais pas encore réussi à déplacer. Jusqu'à il y a 3 mois, quand j'ai découvert ce que ma sœur faisait vraiment dans le dos de tout le monde. Tout a commencé dans un café. Je prenais un café crème avant le travail un mardi quand j'ai vu une femme me faire signe depuis une table au coin. Ça m'a pris 1 seconde. Puis je l'ai reconnue. Manon Hérault. Elle et Béatrice avaient été dans la même école d'infirmière. Camille, c'est ça? La sœur de Béatrice. Elle a tiré la chaise en face d'elle. Comment va Béa? Je ne l'ai pas vue depuis. Mon Dieu, le premier semestre. J'ai failli la corriger. Béatrice racontait à la famille qu'elle était infirmière diplômée depuis 8 ans. Elle parlait des patients qu'elle avait sauvés, des gardes de nuit qui l'épuisaient, de la vocation qu'elle s'était trouvée. Le premier semestre, ai-je répété. Le visage de Manon a changé. Ouais, elle a arrêté de venir après octobre. Je pensais qu'elle avait changé d'école, mais... Elle a penché la tête. Attends, ta famille ne sait pas qu'elle a abandonné? J'ai reposé ma tasse très soigneusement. Je supposais juste que tout le monde savait, a dit Manon doucement. J'ai conduit jusqu'au travail les mains tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à chercher. L'école d'infirmière que Béatrice avait fréquentée avait un registre public des diplômés. J'ai fait défiler chaque nom de sa promotion. Béatrice Dubois n'était pas sur la liste. J'ai creusé plus profond. Mes parents avaient payé 25 000 € pour ce programme. Quand un étudiant abandonne au premier semestre, l'école rembourse une partie des frais de scolarité, une partie importante. Béatrice n'avait jamais rendu cet argent. Elle avait empoché le remboursement et dit à tout le monde qu'elle avait obtenu son diplôme. Pendant 8 ans, elle avait raconté à nos parents, à notre grand-mère, à toute notre famille élargie qu'elle était infirmière, se présentant aux fêtes en blouse médicale achetée en ligne. Racontant des histoires qui semblaient vraies parce qu'elle les avait mémorisées en regardant des séries médicales. Et personne, pas une seule personne, n'avait jamais pensé à vérifier. La deuxième découverte est venue de la propre bouche de ma mère. Environ 2 mois avant la réunion de famille, j'étais lors d'un de ces rares appels du dimanche où Josiane décrochait réellement.
Elle semblait fatiguée, distraite. Au milieu de notre conversation, si on pouvait appeler ça comme ça, elle a marmonné quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Le plan épargne-retraite de ton père a l'air maigre. Je ne comprends pas. Le marché va bien pourtant. Je suis comptable. Je remarque les chiffres comme la plupart des gens remarquent la météo. Quelque chose dans son ton a piqué mon attention et j'ai demandé nonchalamment, prudemment si elle avait regardé les relevés récemment. C'est Béatrice qui gère tout ça, a dit maman. Elle a configuré l'accès en ligne pour nous. Elle est si douée avec ces trucs-là. Tu sais, étant dans la santé, elle comprend les finances. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai appelé sur le vieux téléphone fixe de mon père et je l'ai guidé pour qu'il accède à son compte retraite en ligne. Il ne savait pas que je vérifiais. Je lui ai dit que je voulais juste m'assurer que les informations sur les bénéficiaires étaient à jour. Les chiffres racontaient une histoire que ma famille n'aurait jamais imaginée. Sur 4 ans, 40 000 € avaient été virés du compte retraite de mes parents par petits montants irréguliers. 2 000 par-ci, 3 500 par-là, vers un compte chèque externe. Le code banque correspondait à une banque dans la ville de Béatrice. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se trouble. Puis j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit aussi doucement que possible que quelque chose clochait avec le fonds de retraite, que l'argent n'était pas parti dans des pertes de marché, qu'il était allé quelque part de précis. Elle m'a coupé avant que je finisse. Ne sois pas jalouse de ta sœur, Camille. Béatrice gère ce compte parce qu'elle est responsable, contrairement à certaines personnes. Elle a raccroché. Et c'est là que j'ai compris. Le leur dire en privé ne marcherait jamais. Soyons clairs sur ce qui était en jeu. Ma grand-mère, Édith Delacroix, avait 79 ans. Elle avait construit une vie sur une magnifique propriété près d'Aix-en-Provence, une maison qu'elle et mon grand-père avaient conçue ensemble avant sa mort, un jardin qu'elle faisait fleurir depuis 40 ans, et assez d'économies pour laisser quelque chose de significatif derrière elle. Elle mettait à jour son testament. Elle l'avait dit à la famille. Et dans les 2 mois précédant la réunion, Béatrice avait rendu visite à grand-mère 4 fois. 4 fois. Ma sœur, qui gérait normalement une visite par an tout au plus, était soudainement la petite fille la plus dévouée de Provence. Elle apportait des fleurs. Elle apportait de la soupe maison, que j'ai appris plus tard qu'elle achetait chez un traiteur et transvasait dans ses propres récipients. Elle s'asseyait à la table de cuisine de grand-mère, lui tenait la main et parlait de sa carrière d'infirmière. Ma mère disait à la famille, Béatrice prend tellement bien soin de maman. Elle est si altruiste. Je savais ce qui se passait. Béatrice se positionnait. Elle voulait être le nom sur le testament, l'unique héritière, le trophée final de l'enfant prodige. Si je restais silencieuse, 3 choses allaient se produire, mes parents perdraient encore plus d'argent qu'ils ne pouvaient se le permettre, ma grand-mère serait trompée et réécrirait son héritage basé sur des mensonges, et je perdrais la dernière personne de ma famille qui m'avait vraiment vu. Je ne prévoyais pas de vengeance. Ce mot semble trop tranchant, trop propre pour ce que c'était. J'essayais de protéger ma grand-mère de la même personne qui avait volé mes parents, menti sur ses études, m'avait accusé de vol quand j'avais 14 ans, et avait passé 22 ans à s'assurer que je n'ai jamais de place à la table familiale. Mais j'avais besoin de preuves, pas de soupçons, pas de tableur comptable. Une preuve qui ne pouvait pas être justifiée, recadrée ou enterrée sous le déni de ma mère. J'avais besoin des propres mots de Béatrice. 3 semaines avant la réunion, j'ai envoyé un SMS à ma sœur. Salut Béa, je sais que l'ambiance est bizarre entre nous. On peut parler avant la réunion? Je ne veux pas que ce soit gênant devant grand-mère. Elle a répondu en 4 minutes. D'accord, chez toi. Ça aurait dû tout me dire. Béatrice ne venait jamais à mon appartement. Elle trouvait que mon quartier était indigne d'elle. Mais la réunion était dans 3 semaines, et elle avait besoin que je sois silencieuse et coopérative devant grand-mère Édith. Une visite rapide pour pacifier la sœur difficile. Ça valait le trajet. Elle est arrivée un jeudi soir, vêtue d'un chemisier en soie et d'un jean de marque, portant une bouteille de chardonnay. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, fort, de manière théâtrale, et a immédiatement commencé à scanner mon appartement avec ce regard apitoyé qu'elle avait perfectionné. C'est Douillet, a-t-elle dit. Le mot dégoulinait de mépris. J'ai ouvert le vin. J'ai rempli son verre plus que le mien.
J'ai posé mon téléphone sur l'étagère derrière nous, écran vers le bas, l'application dictaphone en marche. Je voulais juste me protéger. C'était ma seule assurance. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et j'ai commencé doucement. Alors, comment va le travail? L'hôpital te tient occupé? Béatrice s'est lancée dans une histoire sur un patient qui avait fait un arrêt cardiaque pendant sa garde mardi dernier. Elle l'a raconté avec des gestes, des pauses, des inflexions vocales, toute la performance. Elle avait toujours été douée pour ça, faire passer la fiction pour un souvenir. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit aussi nonchalamment que je le pouvais, c'est faux. Et, j'ai croisé Manon Hérault le mois dernier. Ton ancienne camarade de classe. Elle a dit quelque chose d'un peu bizarre. Le verre de vin de Béatrice s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Manon parle trop, a-t-elle dit. Sa voix a baissé d'un demi-octave. Et j'ai su que le masque se fissurait. Je n'ai pas insisté tout de suite. J'ai versé plus de vin. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Béatrice a fini son deuxième verre, puis son troisième. Le chardonnay faisait ce que je ne pouvais pas faire, desserrer les boulons qu'elle gardait si soigneusement vissés en public. Béa, ai-je dit doucement. Je ne te juge pas. Je veux juste comprendre. On est sœurs. Elle m'a fixé longuement. Puis quelque chose a changé derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la peur, mais quelque chose de pire. Du mépris. Le genre qui vient quand on se croit intouchable. Tu veux comprendre? Elle s'est penchée en arrière. Très bien. Et puis Béatrice Dubois, l'enfant prodige, la fille chérie, l'infirmière de la famille, a commencé à parler. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. La belle affaire. C'était pas pour moi. Elle a agité la main comme si elle chassait un moucheron. L'argent des frais de scolarité de papa et maman? Ils me devaient bien ça pour toutes les années où j'ai dû être la parfaite pendant que toi, tu les saignais à blanc. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai rien dit. Tu sais ce que j'ai dit à maman quand tu avais 14 ans? Que tu avais volé le collier de grand-mère? Elle a souri. Elle a vraiment souri. C'est moi qui l'ai pris. J'avais besoin qu'il disparaisse pour le repas de famille pour que tu aies l'air coupable. Et ça a marché à tous les coups. Elle s'est versé un autre verre. Sa main était stable. Sa conscience était claire. Tout ce que j'avais à faire, c'était pleurer. Et maman prenait mon parti à chaque fois. T'as toujours été si facile à écarter, Camille. T'as jamais riposté. Tu as juste encaissé en silence sous la table. Mes mains tremblaient. Ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents. Mais j'ai gardé mon visage impassible. J'ai gardé ma respiration régulière parce que le téléphone sur l'étagère captait chaque syllabe. Et Béatrice n'avait pas fini. Le vin avait décollé la dernière couche. Le compte retraite de papa. Béatrice a incliné son verre, regardant la lumière se réfracter à travers le vin comme si elle admirait un bijou. J'ai pris environ 40 000 € sur les 4 dernières années. Des petits montants. Ils ne le devineront jamais. Ils pensent que le marché s'est effondré, a-t-elle ri. Un son bref, brillant, insouciant. Et grand-mère, ai-je demandé. Ma voix était stable. À peine. Béatrice s'est penchée en avant, les coudes sur la table. Pourquoi tu crois que je rends visite à grand-mère, Camille? Elle réécrit son testament. Je vais m'assurer que mon nom soit le seul qui compte. Elle a soutenu mon regard. Et puis elle a dit la chose qui a tout scellé. Et toi? Tu n'auras rien. Comme toujours. Elle a posé son verre doucement. Parce que dans cette famille, je suis la fille. Toi, tu es la facture. Tu es la facture, pas le fardeau. La facture, comme si j'étais une dette qu'il n'avait jamais voulu payer. Béatrice a bâillé 15 minutes plus tard et s'est endormie sur mon canapé avec ses chaussures encore aux pieds. J'ai tiré une couverture sur elle parce que même alors, même après tout ça, elle était toujours ma sœur et je ne savais pas quoi faire d'autre. Puis je suis allé dans la cuisine. Je me suis assise dans le noir. J'ai pris mon téléphone et arrêté l'enregistrement. 14 minutes et 22 secondes. Je n'ai pas pleuré. Je voulais le faire, mais quelque chose avait bougé en moi. Quelque chose de tectonique et d'irréversible, et pleurer donnait l'impression de revenir en arrière.
J'ai écouté l'enregistrement une fois depuis le début juste pour être sûr que c'était clair. La voix de Béatrice sortait du haut-parleur, tranchante et certaine. T'as toujours été si facile à écarter. 14 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 22 ans de mensonges s'effondrent dans un fichier sur mon téléphone. La question n'était plus si, c'était quand et où. Maintenant, je vais faire une pause ici une seconde parce que je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez moi, assis seul dans cette cuisine sombre avec 14 minutes de vérité sur votre téléphone, est-ce que vous le feriez écouter en privé à vos parents ou attendriez-vous le moment unique où la vérité ne pourrait pas être balayée sous le tapis? Mettez un 1 dans les commentaires pour le dire aux parents ou un 2 pour attendre la réunion. Et si vous êtes investi dans cette histoire, appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que ce qui suit est la partie que je n'arrive toujours pas à croire. Maintenant, retour à l'histoire. 2 semaines avant la réunion, j'ai passé un coup de fil qui a tout changé. Ma tante Renée a décroché à la 2e sonnerie. Renée Delacroix est la sœur cadette de ma mère. Plus calme, plus vive, et la seule personne de la famille qui m'ait jamais regardé comme une personne entière et non comme une note de bas de page. Quand j'avais 8 ans et que j'ai eu une pneumonie, Renée a conduit 3 heures dans une tempête de neige pour s'asseoir à mon chevet. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire seul, c'est elle qui a envoyé des fleurs. La carte disait « Je te vois, Camille ». Depuis toujours. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai pas parlé de l'enregistrement. Pas encore. J'ai juste demandé prudemment, « Tante Renée, as-tu déjà pensé que quelque chose clochait avec Béatrice ?» La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis Renée a expiré lentement. « J'observe ta sœur depuis des années, Camille. Les comptes ne sont pas bons. Les histoires de carrière, l'argent, la façon dont elle gère tes parents. Mais je n'ai jamais rien pu prouver. Elle m'a dit qu'elle avait essayé une fois. Il y a 3 ans, elle avait mentionné à Josiane que les histoires de travail de Béatrice semblaient incohérentes. La réponse de Josiane avait été immédiate et nucléaire. Elle avait arrêté de parler à Renée pendant 6 mois, l'avait exclu des discussions de groupe familial, avait dit au cousin que Renée traversait une mauvaise passe. Ta mère détruira quiconque menace l'image de Béatrice, a dit Renée, y compris sa propre sœur. J'ai fermé les yeux. Tante Renée, c'est toi qui gères le diaporama à la réunion. L'installation du projecteur? Je m'occupe de la technique pour le montage photo de la famille. Oui. Pourquoi? Si j'avais besoin de connecter un téléphone à ce projecteur, est-ce que ce serait possible? Silence à nouveau. Puis, c'est juste un adaptateur HDMI, Camille. Qu'est-ce que tu prépares? J'ai peut-être quelque chose que la famille a besoin d'entendre. Elle a marqué une pause. Je pouvais l'entendre respirer. Je ne sais pas ce que tu as, a-t-elle fini par dire. Mais je te fais confiance. Je m'assurerai que l'équipement fonctionne. 10 jours avant la réunion, une enveloppe manuscrite est arrivée à mon appartement. Le papier à lettres était couleur crème, l'écriture tremblante mais délibérée. Celle de ma grand-mère Edith. Elle écrivait encore des lettres à la main. Elle disait que les emails étaient pour les gens pressés, et qu'elle avait gagné le droit de prendre son temps. Ma chère Camille, disait la lettre. La réunion est le 19 juillet. Je veux mes 2 petites filles là-bas. Je veux voir ton visage. S'il te plaît, viens. Tendrement, grand-mère. J'ai serré cette lettre contre ma poitrine comme si c'était quelque chose de fragile. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman, tu as reçu l'invitation, a dit Josiane, ce n'était pas une question. Oui. Bien. Maintenant écoute. Sa voix a pris le ton que je connaissais par cœur. Le ton managérial, celui qui faisait passer des ordres pour des faveurs. Tu es invité, mais tiens-toi bien. Béatrice fait un discours sur sa carrière d'infirmière, et ton père va dire quelques mots. Contente-toi de t'asseoir, de sourire et d'être reconnaissante d'être incluse. J'ai serré le téléphone plus fort. Je serai là, maman. Aimez quelque chose de décent, Camille. La dernière fois, on aurait dit que tu n'avais même pas fait d'effort. Je n'ai rien dit. Oh, et maman va faire de grandes annonces à la réunion, a ajouté Josiane presque nonchalamment. Des décisions familiales, importantes, alors ne ramène pas tout à toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre.
Elle le faisait toujours. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai relu la lettre de grand-mère Edith une fois de plus. Puis j'ai ouvert mon placard et regardé la robe blanche que je gardais pour quelque chose que je ne pouvais nommer, quelque chose d'important. C'était la scène de Béatrice. Mes parents avaient distribué les rôles. Elle était la star. J'étais la figurante d'arrière-plan qui devait être reconnaissante d'avoir une place. Mais j'en avais fini avec leur scénario. J'apportais mon téléphone et ma propre histoire. La nuit précédant la réunion, je me suis assise sur le sol de mon salon avec mon téléphone et une paire d'écouteurs et j'ai écouté l'enregistrement une fois de plus. La voix de Béatrice emplissait mes oreilles, proche, claire et cruelle. T'as toujours été si facile à écarter. Je me suis entendu demander des nouvelles de grand-mère, ma voix mince et prudente. Et puis, Béatrice, tu n'auras rien. Comme toujours. Mes mains tremblaient quand j'ai retiré les écouteurs. J'ai failli l'effacer. Je veux que vous le sachiez. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône de la corbeille pendant 10 secondes entières. Et chaque année de conditionnement me criait de garder la paix, d'avaler la couleuvre, d'être la bonne fille qui ne cause jamais d'ennui. Mais ensuite j'ai pensé à la lettre de ma grand-mère. Je veux voir ton visage. J'ai pensé au compte retraite de mon père, saignant doucement depuis 4 ans. J'ai pensé à mon moi de 14 ans agenouillé sur le sol du salon, s'excusant pour un vol qu'elle n'avait pas commis. J'ai mis le téléphone dans mon sac. Ce soir-là, j'ai appelé tante Renée une dernière fois. Le projecteur est prêt. Adaptateur HDMI, enceintes externes, tout est prêt pour le diaporama, a-t-elle dit. Camille, peu importe ce que tu fais, tu es sûr de toi. Je suis sûr. Une longue pause. Alors je m'assurerai que ça marche. Tu n'auras qu'à te brancher. Après avoir raccroché, j'ai écrit une lettre à ma grand-mère. Courte, honnête. Je l'ai scellée dans une enveloppe et glissée dans mon sac à côté du téléphone. Elle disait, « Grand-mère, je suis désolée si ce qui se passe demain te blesse, mais tu m'as toujours appris que la vérité compte plus que le confort. J'espère que tu le crois toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ce que le matin apporterait. J'étais prête. » Le domaine des Delacroix s'étendait sur 1,5 hectare de verdure vallonnée à 20 minutes d'Aix-en-Provence, enveloppé de vieux magnolias et entouré d'une barrière blanche que mon grand-père peignait chaque printemps jusqu'à l'année de sa mort. Grand-mère Edith y organisait la réunion de famille tous les 5 ans. Celle-ci était la plus grande. 68 personnes à travers 4 générations de Delacroix et de Dubois. De longues tables de banquets drapées de nappes blanches s'étiraient sur la pelouse arrière. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les magnolias, attendant le crépuscule. Un écran de projection se tenait près de la table principale, déjà installé pour le diaporama photo de la famille, l'œuvre de tante Renée. Je suis arrivé tôt, robe blanche, cheveux lâchés, téléphone dans ma pochette, le cœur dans la gorge. Tante Renée ajustait les câbles des enceintes près du projecteur. Quand elle m'a vu, elle a hoché la tête une fois, calme, stable. Elle a incliné la tête vers l'adaptateur HDMI posé au bord de la table technique. J'avais compris. Les invités sont arrivés au compte-gouttes durant l'heure suivante. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des grands-tantes qui me pinçaient les joues. Oncle François avec son rire tonitruant. Des enfants se courant après autour des chaises de jardin. Puis Béatrice est arrivée. Robe rouge, talons de luxe, maquillage complet. Elle a flotté à travers la foule comme une célébrité à une avant-première. Faisant la bise, serrant des mains, jouant la chaleur de manière si convaincante que j'ai failli y croire moi-même. Elle est allée droit vers grand-mère Edith et l'a enveloppée dans une étreinte qui a duré juste assez longtemps pour que 3 personnes la photographient. Mes parents flanquaient Béatrice comme des gardes du corps. Gérard dans son pantalon kaki repassé, Josiane dans une robe florale, main sur l'épaule de Béatrice, rayonnante, le trio parfait. Je me tenais vers le fond près des hortensias, tenant un verre de thé glacé que je ne buvais pas. Et grand-mère Edith, en pleine étreinte avec Béatrice, a regardé par-dessus l'épaule de sa petite fille, m'a trouvé dans la foule, et m'a adressé un petit sourire triste qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Le dîner a été servi à 18h. Poulet rôti, gratin dauphinois, tian de légumes, tarte aux pêches. Le festin de la réunion des Delacroix n'avait pas changé depuis des décennies. Les gens remplissaient leurs assiettes, trouvaient leur place et s'installaient dans ce genre de chaos chaleureux et bruyant dont les grandes familles ont le secret. Je me suis assise au bout de la 2e table.
Personne n'avait de place à signer, mais d'une manière ou d'une autre, la géographie familiale me poussait toujours vers la périphérie. Après le dîner, ma mère s'est levée et a tapoté un verre avec sa fourchette. Les conversations se sont tues. Avant de passer au diaporama, a annoncé Josiane, Béatrice a quelque chose qu'elle aimerait partager. Certains d'entre vous savent qu'elle fait un travail incroyable en tant qu'infirmière. Béa, chérie, viens. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux, encourageants et confiants de la part de 68 personnes qui n'avaient aucune raison de douter. Béatrice a marché vers le devant avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété cela devant son miroir. Elle a pris le micro sans fil de la table technique de René et a souri, ce sourire symétrique et exercé qui l'avait sorti de toutes les impasses où elle s'était retrouvée. Merci, maman. Elle a pressé une main sur sa poitrine. Être infirmière a été l'expérience la plus gratifiante de ma vie. Le mois dernier, j'ai aidé une patiente à se remettre d'un AVC. Elle m'a tenu la main et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Les gens ont murmuré avec admiration. Grand-mère Edith a hoché la tête fièrement. 5 minutes de pure fiction livrée impeccablement. Quand Béatrice a fini, elle a eu droit à une ovation debout de la table principale. Ma mère pleurait, le genre de larme unique et gracieuse qu'elle avait perfectionné à l'église. Puis une grand-tante à ma table s'est penchée et m'a tapoté le bras. Et toi, que fais-tu, ma chère? Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a coupé à travers la pelouse. Camille travaille dans la comptabilité, a dit Josiane. Quelque part. Rires épars. Béatrice a souri dans son verre de vin. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai gardé mes mains à plat sur la table. Pas encore. Le soleil descendait derrière les magnolias quand mon père s'est levé. Gérard Dubois n'était pas un orateur né. C'était un homme calme qui avait passé sa vie à conduire des camions, à regarder le sport et à être d'accord avec tout ce que Josiane lui disait être vrai. Mais ce soir, Josiane lui avait donné un script, et il lisait sur un morceau de papier plié qu'elle avait glissé dans la poche de sa chemise avant le dîner. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-il commencé. Sa voix était mince à travers le micro. Cette famille. Cette famille signifie tout pour nous. Il a fait une pause, a regardé Béatrice, qui était assise à la table d'honneur à côté de grand-mère Edith. Josiane et moi. Il a dégluti. Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes vraiment fiers. La pelouse s'est figée. Béatrice, tu es notre plus grande réussite. Tout ce que tu as fait, ta carrière, ton cœur, la façon dont tu prends soin de cette famille. Nous n'aurions pas pu demander une meilleure fille. Applaudissements. Pas tonitruant. Il y avait un courant sous-jacent gênant. Quelques personnes regardant autour d'elle, une cousine bougeant sur sa chaise, mais assez de gens ont applaudi pour que cela semble validé. Personne ne m'a regardé. Personne n'en avait besoin. J'étais assise à la table du fond. 68 personnes devant moi. Les mots de mon père pendaient encore dans l'air d'été comme de la fumée. Nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes vraiment fiers. Il n'avait pas fait de lapsus. Il n'avait pas été ambigu. Il avait dit devant chaque tante, oncle, cousin et grands-parents de notre famille que je ne comptais pas. Ma grand-mère Edith s'est tournée lentement sur sa chaise, m'a trouvé, a vu la rougeur dans mes yeux, son front plissé par quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis des années, de l'alarme. J'ai placé ma main sur ma pochette, senti le bord dur de mon téléphone à travers le tissu. 22 ans. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas fait d'esclandre. Je me suis levé de ma chaise. De la façon dont on se lève quand on a enfin pris une décision qu'on retourne dans sa tête depuis des semaines. Lentement, délibérément, comme si la gravité avait changé de direction et que se lever était la seule chose qui avait encore du sens. Les têtes se sont tournées. Quelques cousins ont chuchoté. Ma mère l'a remarqué en premier. Camille. La voix de Josiane était tranchante et basse. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai marché entre les deux tables de banquet. 68 visages me suivaient comme si je traversais une scène. Les guirlandes lumineuses s'étaient allumées. L'air sentait la tarte aux pêches et l'herbe fraîchement coupée. Et mon rythme cardiaque était si fort que je pouvais le sentir au bout de mes doigts. Béatrice me regardait depuis la table d'honneur. Son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche. Confusion d'abord, puis suspicion,
puis quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur auparavant. Une lueur de peur. J'ai atteint la table technique. Tante Renée se tenait à côté du projecteur, les bras le long du corps. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle a pris l'adaptateur HDMI et me l'a tendu. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, je l'ai branché. L'écran du projecteur s'est allumé derrière moi. Une lueur blanche remplaçant le diaporama familial figé. Mon père s'est avancé. Camille, ce n'est pas le moment. En fait, papa. Je l'ai regardé fixement. C'est exactement le moment. J'ai ouvert le fichier audio. 14 minutes et 22 secondes. Le compteur sur l'écran était visible de tous. Mon pouce a appuyé sur lecture. Et puis la voix de Béatrice, forte, claire, inratable, s'est déversée des haut-parleurs extérieurs et a traversé la pelouse où 68 membres de notre famille étaient assis dans la fraîcheur du soir provençal. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. La belle affaire. Le vrai visage de Béatrice est devenu blanc alors que sa voix enregistrée remplissait l'air. La première chose que j'ai remarquée a été le silence, pas le genre poli qui s'installe sur une salle pendant un discours. C'était quelque chose de plus lourd. Le silence de 68 personnes réalisant tout en même temps que quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu allait changer tout ce qu'elles pensaient savoir. La voix enregistrée de Béatrice a roulé des haut-parleurs comme une confession jouée dans un tribunal. Je n'ai pas fini l'école d'infirmière. La belle affaire. C'était pas pour moi. L'argent des frais de scolarité de papa et maman? Ils me devaient bien ça pour toutes les années où j'ai dû être la parfaite. Quelqu'un à la deuxième table a posé son verre. Le tintement minuscule du cristal sur le bois a résonné comme un coup de feu dans le calme. Ma mère a bondi de sa chaise. Elle s'est dirigée vers le projecteur les deux mains levées, les yeux fous. Éteins ça, Camille. Éteins ça tout de suite. Elle était à 3 pas quand la voix de ma grand-mère a coupé l'air comme une lame. Josiane. Ma mère s'est figée. Grand-mère Edith n'avait pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. 79 ans d'autorité tranquille faisaient le travail pour elle. Elle a agrippé la coudoir de sa chaise et a regardé sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas exactement de la colère, mais une dévastation qui la précédait. Assieds-toi. La voix d'Edith tremblait, mais chaque mot était de fer. Je veux entendre chaque mot. Ma mère s'est assise comme une enfant qu'on aurait surprise debout sur la table. Béatrice était debout maintenant, les mains tremblantes, la robe rouge soudainement trop vive contre son visage cendré. C'est sorti de son contexte. Elle m'a piégé. Elle. Mais l'enregistrement se fichait du contexte. L'enregistrement continuait simplement. La propre voix de Béatrice, joyeuse et insouciante et après 3 verres, remplissant l'air d'été avec des vérités qu'elle n'avait jamais voulu partager. À la 4e minute, l'enregistrement avait atteint l'argent. Le compte retraite de papa. La voix de Béatrice était presque jubilatoire à la lecture. J'ai pris environ 40 000 € sur les 4 dernières années. Des petits montants. Ils ne le devineront jamais. Ils pensent que le marché s'est effondré. Enregistré, Béatrice a ri. La vraie Béatrice ne riait pas. Mon père, toujours debout près du micro à l'avant, s'est laissé tomber sur la chaise la plus proche comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. La couleur a quitté son visage en temps réel. J'ai regardé un homme qui s'était tenu devant sa famille pour effacer une fille afin d'en encenser une autre réaliser soudainement que la fille qu'il avait louée le volait. C'est notre retraite, a chuchoté Gérard. Mais le micro était toujours allumé et tout le monde l'a entendu. Josiane s'est tournée vers Béatrice. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix s'est brisée au milieu. Dis-le-moi, Béatrice. Maman, je peux expliquer. C'était pas comme ça. J'allais rembourser. L'enregistrement l'a coupé. La propre voix de Béatrice à nouveau, brillante et indifférente, maman croit tout ce que je dis. Tout ce que j'ai à faire, c'est pleurer, et elle prend mon parti. La main de ma mère est allée à sa bouche. Un son en est sorti. Pas tout à fait un cri, pas tout à fait un halètement. Quelque chose entre les deux qui, je pense, n'arrive que lorsque vous entendez votre propre manipulation décrite par la personne qui l'a utilisée comme une arme. Autour des tables, les réactions se propageaient par vagues. Oncle François a croisé les bras et a secoué la tête lentement.
La femme d'un cousin s'est penchée et a chuchoté quelque chose d'urgent à son mari. Deux des tantes les plus âgées ont échangé un regard qui portait 30 ans de soupçons enfin confirmés. Et grand-mère Edith restait parfaitement immobile, ses mains jointes sur ses genoux, écoutant chaque mot avec l'attention minutieuse de quelqu'un assemblant un verdict. Puis est venue la minute 6 et le collier. Tu sais ce que j'ai dit à maman quand tu avais 14 ans? Que tu avais volé le collier de grand-mère. La voix enregistrée de Béatrice était chaude de vin et d'autosatisfaction. C'est moi qui l'ai pris. J'avais besoin que tu sois hors jeu pour le repas de famille et ça a marché. Le son qui est venu de ma grand-mère était petit, mais il a tout arrêté. Edith a pressé sa main à plat contre la table. Ses doigts tremblaient. Elle s'est tournée et m'a regardé, non pas avec pitié, mais avec une horreur qui me disait qu'elle revivait ce repas de famille. La gamine de 14 ans à genoux s'excusant pour un crime qu'elle n'avait pas commis. La petite fille qu'elle avait vue être humiliée alors que la vraie voleuse se tenait à côté d'elle, les yeux secs et souriante. Oh, ma chérie, a chuchoté Edith. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait entendu, mais moi si. L'enregistrement continuait. Minute 7. Pourquoi tu crois que je rends visite à grand-mère, Camille? Elle réécrit son testament. Je vais m'assurer que mon nom soit le seul qui compte. La prise d'Edith sur la table s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Et toi, disait l'enregistrement, où Béatrice se penchait vers le micro comme pour partager un secret. Tu n'auras rien, comme toujours. Parce que dans cette famille, je suis la fille. Toi, tu es la facture. C'est à ce moment-là que Béatrice s'est enfuie. Elle a repoussé sa chaise dans un crissement qui a déchiré le silence. Elle a attrapé son sac à main, a perdu un talon, et a couru à moitié, trébuché à moitié à travers la pelouse vers le portail du jardin, sa robe rouge accrochant la lumière des guirlandes. Mais le domaine faisait plus d'un hectare. Le portail était loin, et 68 personnes observaient chacun de ses pas. Le cousin Marc, 24 ans, bâti comme un rugbyman, les bras croisés, se tenait près de l'allée du jardin. Il ne l'a pas attrapé. Il n'a pas parlé. Il est juste resté planté là. Et Béatrice s'est arrêtée. Derrière elle, grand-mère Edith s'est levée de sa chaise. Ma grand-mère a marché vers le devant de l'assemblée comme le font les femmes de sa génération lorsqu'elles ont atteint la limite de ce qu'elles peuvent tolérer. Lentement, le dos droit, avec une dignité qui rend le silence obligatoire. Quelqu'un lui a tendu le micro sans fil. Elle l'a tenu à deux mains. J'ai passé 79 ans à bâtir cette famille, a dit Edith. Sa voix tremblait, mais elle portait. Et aujourd'hui, j'apprends que la personne en qui j'avais le plus confiance nous a menti à tous. Elle s'est tournée vers moi. Camille. Je ne pouvais plus respirer. Je te dois des excuses. Ses yeux brillaient. Je les ai regardés te mettre de côté pendant des années. Je me suis dit que ça irait mieux. Je me suis dit que ta mère finirait par comprendre. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Et je suis profondément désolé. J'ai pincé les lèvres. Je ne pleurerai pas devant 68 personnes. Je ne le ferai pas. Edith s'est retournée vers la foule. Je verrai mon notaire lundi matin. Mon testament, tel qu'il est actuellement, sera réécrit. Elle a marqué une pause, laissant l'information faire son chemin. Je veux que chaque personne ici sache pourquoi. La pelouse était si calme. Je pouvais entendre les cigales dans les magnolias. Pas à cause de l'argent, a continué Edith. Mais parce que la confiance, une fois brisée, doit se regagner. Elle a regardé Josiane qui était assise immobile sur sa chaise, le mascara coulant sur ses joues, et Gérard qui fixait ses mains. Et certains d'entre vous ont beaucoup à faire pour la regagner. Au bord du jardin, Béatrice restait figée, une seule chaussure au pied, sa pochette pressée contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. Je me tenais à côté du projecteur, téléphone toujours connecté, enregistrement terminé. Je n'avais pas prononcé un seul mot depuis que j'avais appuyé sur lecture. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait tout dit pour moi. Je veux m'arrêter ici un instant parce que cette partie me pèse encore. Pensez-vous que ma grand-mère a bien fait ou était-ce trop d'annoncer cela comme ça devant tout le monde? Écrivez, justice, dans les commentaires si vous pensez qu'elle avait raison. Écrivez, trop loin, si vous pensez que la conversation sur le testament aurait dû rester privée. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous n'avons pas fini. Il y a encore les retombées dont je dois vous parler. Laissez-moi continuer. La réunion ne s'est pas terminée. Elle s'est fracturée. Après l'annonce de grand-mère Edith, le rassemblement s'est divisé comme une cellule. Personne n'est parti. C'était un séisme trop important pour s'en éloigner, mais la pelouse s'est réorganisée en petits groupes, chacun traitant un morceau différent de ce qui venait de se passer. Les parents plus âgés, oncle François, tante Louise, les grandes-tantes qui se souvenaient du défunt mari d'Edith, se sont rassemblés autour de ma grand-mère comme un anneau protecteur. François a posé sa main sur l'épaule d'Edith et a dit, bas mais audible, nous sommes derrière toi, Edith. Quoi que tu aies besoin. Un groupe de cousins plus jeunes a dérivé vers moi, pas accusateur, pas en train de célébrer, juste présent. Ma cousine Danielle, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, a touché mon coude. Depuis combien de temps tu savais, a-t-elle demandé. Pas de jugement, juste l'envie de comprendre. Et Béatrice. Béatrice est revenue. Elle a traversé la pelouse avec du mascara étalé jusqu'à la mâchoire, et sa voix perchée dans ce registre exact qu'elle avait utilisé toute sa vie pour échapper aux conséquences. Cet enregistrement a été manipulé, disait-elle à qui voulait l'entendre. Elle m'a piégé. Elle m'a fait boire. C'est un coup monté. La plupart des gens ont détourné le regard. Quelques-uns ont secoué la tête. Puis tante Renée a parlé. Elle s'était tenue tranquillement près de la table du projecteur tout ce temps, les bras croisés, observant. Maintenant, elle s'avançait. Béatrice, a dit Renée, calme comme un lac. J'ai des doutes sur toi depuis 3 ans. Je l'ai dit à ta mère et elle m'a exclu de la famille pour ça. Elle a regardé autour de la pelouse. L'enregistrement n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Josiane, silencieuse jusqu'alors, s'est retournée contre moi. Sa voix était à vif. Comment as-tu pu faire ça à ta famille, Camille? J'ai regardé ma mère. 22 ans de mots ravalés me restaient en travers de la gorge. Je n'ai pas fait ça, maman. C'est Béatrice. J'ai juste arrêté de le cacher. J'ai trouvé un endroit calme au bord du jardin, près du banc de pierre où grand-mère me lisait des histoires quand j'étais assez petite pour tenir sur ses genoux. Le bruit de la fête était derrière moi. Des fragments de conversations urgentes. L'enfant de quelqu'un demandant pourquoi tante Béatrice pleurait. Le cliquetis de la vaisselle débarrassée par des gens qui avaient besoin de faire quelque chose de leurs mains. Mon père m'y a trouvé. Gérard se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, regardant le sol. Ses yeux étaient gonflés. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait de faire un discours. Il ressemblait à un homme qui venait d'en subir un. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Sa voix était enrouée. Que nous n'avions qu'une seule fille. Tu l'as dit devant 68 personnes, papa. Il a grimacé comme si j'avais touché une brûlure. Ta mère. C'est elle qui a écrit ces mots. Elle a mis le papier dans ma poche et m'a dit quoi dire. Et tu as choisi de les lire. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas dévié le sujet. Il est juste resté là à encaisser, comme un mur encaisse un choc. Je suis désolé, Camille. Sa voix s'est brisée sur mon prénom. Je ne sais pas comment réparer ça. Je l'ai regardé longuement. Cet homme qui avait conduit des camions pendant 30 ans, qui ne prenait jamais la parole au dîner, qui laissait sa femme et sa fille aînée écrire les règles pendant que sa fille cadette en payait le prix. Ce n'était pas un monstre. C'était quelque chose de presque pire. Un spectateur qui m'aimait en silence et qui n'avait jamais laissé cet amour être assez fort pour compter. Je ne te demande pas de réparer ça tout de suite, papa, ai-je dit doucement, non pas parce qu'il méritait de la douceur, mais parce que la cruauté n'avait jamais été mon langage. Je te demande d'arrêter de faire semblant que je n'existe pas, il a pleuré. Je n'avais jamais vu mon père pleurer en 28 ans. Il n'y a pas eu de câlin, pas de résolution. Juste 2 personnes debout dans un jardin, apprenant à repartir de zéro au milieu des décombres. J'étais assise sur les marches du porche quand grand-mère Edith est venue et s'est assise avec précaution à côté de moi. Elle bougeait doucement. Sa hanche la gênait depuis des mois, mais elle a refusé ma main et s'est assise à sa façon. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. La soirée avait viré au bleu nuit. Des lucioles clignotaient au-dessus de la pelouse arrière où, 1 heure plus tôt, tout avait changé. Tu as gardé cet enregistrement, a dit Edith. Ce n'était pas une question.
Tu aurais pu l'utiliser pour la blesser il y a des semaines, mais tu as attendu. J'ai failli ne pas le diffuser, grand-mère. J'ai failli partir. Mais tu ne l'as pas fait. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa peau était fine et fraîche, mais sa poigne était ferme. Et je t'en suis reconnaissante, parce que j'ai failli tout donner à une menteuse. J'ai secoué la tête. Je n'ai besoin de rien de ton testament, grand-mère. Ce n'est pas pour ça que je... Chut. Elle a serré ma main. Il ne s'agit pas de ce dont tu as besoin. Il s'agit de ce que tu mérites. Et de ce qui est juste. Elle a regardé le jardin où les guirlandes lumineuses se balançaient dans la brise du soir. Les invités commençaient à partir. Des au revoir lents et calmes au lieu des adieux bruyants habituels des Delacroix. Je vois mon notaire lundi, a-t-elle dit. La part de Béatrice sera placée dans un fonds bloqué. Elle pourra y accéder quand elle aura remboursé chaque centime volé à tes parents et qu'elle sera honnête sur sa vie. Pas avant. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai mis ton nom dans mon testament il y a près de 30 ans, Camille. Quand tu es née, ta mère m'a demandé de l'enlever quand tu avais 6 ans. Elle a marqué une pause. J'ai refusé, mais j'ai arrêté d'en parler pour avoir la paix. Elle m'a regardé les yeux humides. Je n'aurais jamais dû me taire. C'est le silence qui a mené cette famille là où elle est. Une semaine après la réunion, les retombées ne ralentissaient pas. Elles s'accumulaient. Béatrice a d'abord essayé la voie des réseaux sociaux. Elle a posté sur Facebook, « Ma propre sœur m'a poignardé dans le dos à notre réunion de famille. Je ne me suis jamais senti aussi trahi. » Le post a eu 11 « j'aime », tous d'amis qui n'étaient pas là. Puis le cousin Marc a commenté, « On a tous entendu l'enregistrement, Béatrice. C'est toi qui t'es poignardée toute seule. » 27 personnes ont aimé sa réponse. Béatrice a supprimé le post dans l'heure. La conversation de groupe familial a subi un changement sismique. Béatrice a été retirée, pas par une seule personne, mais par un consensus silencieux. Daniel a simplement créé une nouvelle conversation et ne l'a pas ajoutée. Personne ne s'y est opposé. Mon père m'a appelé un mardi soir. C'était la première fois de ma vie qu'il composait mon numéro sans que Josiane ne le lui suggère. J'ai sorti les relevés du compte retraite, a-t-il dit. Sa voix semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle a pris plus que ce qu'on pensait. 42 300 €. Camille, tout est documenté. Les virements, les dates, tout. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta mère et moi rencontrons un conseiller financier cette semaine et peut-être un avocat. Il a marqué une pause. J'aurais dû t'écouter quand tu as appelé. Oui, papa, tu aurais dû. Il y avait autre chose aussi. La carrière d'infirmière, celle que Béatrice avait si bien jouée à la Réunion. Celle qu'elle avait utilisée pour impressionner grand-mère et charmer la famille. Elle s'est complètement effondrée. Un cousin qui travaillait dans la santé s'est renseigné. Béatrice n'était pas infirmière. Elle n'était même pas aide-soignante. Elle était réceptionniste dans un cabinet de chiropraxie à 50 km de son appartement. Elle répondait au téléphone et prenait des rendez-vous. Elle faisait ça depuis 6 ans. Chaque histoire qu'elle avait racontée, chaque patient qu'elle avait sauvé, de la fiction, chaque mot. 2 semaines après la réunion, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, vibrant avec son nom, et je l'ai regardé sonner 2 fois avant de répondre. Camille. Sa voix était petite, plus petite que je ne l'avais jamais entendue, dégonflée, comme si quelqu'un avait vidé l'air de la femme qui avait contrôlé le récit de notre famille pendant 25 ans. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit. Ou le collier. Je te jure, je ne savais pas. Je te crois que tu ne savais pas pour ces choses-là, maman. J'ai gardé ma voix égale. Mais tu savais comment tu me traitais. Tu n'avais pas besoin d'un enregistrement pour savoir ça. Silence. Le genre qui s'étire jusqu'à devenir sa propre réponse. J'avais si peur quand tu es né. Sa voix s'est brisée. Les médecins nous ont dit que tu pourrais ne pas survivre à la première nuit et puis tu l'as fait, et les factures sont arrivées, et ton père et moi, on se noyait. Je crois que je... Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je crois que je t'ai blâmé pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. Et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas su comment m'arrêter. J'ai serré le téléphone.
Une partie de moi, la gamine de 14 ans toujours à genoux sur ce sol du salon, voulait raccrocher. Une autre partie de moi, celle qui avait passé 22 ans à appeler chaque dimanche, a tenu bon. Peux-tu me pardonner, a-t-elle chuchoté. Je ne suis pas encore prête pour ça, maman. Je l'ai dit sans cruauté, sans agressivité, juste honnêtement. Mais je ne ferme pas la porte. Une longue respiration tremblante de son côté. Si tu veux une relation avec moi, ai-je continué, ça commence par l'honnêteté. Plus de camp à choisir. Plus question de m'effacer de la famille. Plus question de laisser Béatrice écrire l'histoire. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dévié. Elle a juste dit, d'accord. Ce n'était pas une résolution. Mais c'était le premier mot honnête qu'elle me disait en 22 ans. 3 semaines ont passé depuis la réunion. Cela nous amène à maintenant, à aujourd'hui alors que je vous raconte cette histoire. Grand-mère Edith a vu son notaire le lundi suivant la réunion, comme elle l'avait promis. Le Nouveau Testament divise son patrimoine équitablement entre ses enfants et petits-enfants, mais la part de Béatrice est détenue dans un fonds bloqué conditionnel. Les termes sont simples, Béatrice doit rembourser chaque euro qu'elle a pris sur le compte retraite de ses parents et fournir une preuve vérifiée de son emploi et de ses études avant que les fonds ne soient débloqués. Pas d'échappatoire, pas de raccourci, juste la responsabilité de ses actes. Mon père et son conseiller financier ont passé au peigne fin 4 années de relevé. Le total n'était pas de 40 000. C'était 47 200 €. Béatrice avait siphonné le compte jusqu'à 2 mois avant la réunion. Gérard et Josiane consultent un avocat sur leurs options. Ils n'ont encore rien déposé. Je pense qu'une partie d'eux est encore sous le choc. Béatrice n'a parlé à personne de la famille. Son appartement à Avignon est vide. Un cousin est passé vérifier. La rumeur familiale dit qu'elle a déménagé à Lyon pour vivre avec son petit ami. Elle n'a retourné aucun appel. Quant à tante Renée, grand-mère Edith l'a réinvitée dans le cercle familial le lendemain de la réunion. 3 ans de silence brisé par un seul coup de fil. Renée m'a dit plus tard qu'Edith avait dit « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû vous écouter toutes les deux. » La semaine dernière, j'ai reçu un email de ma grand-mère. Pas de langage formel, pas de jargon juridique, juste une ligne « Viens me voir quand tu veux, ma chérie. La chambre d'amis est à toi. » Elle l'a toujours été. J'ai lu cet email 4 fois, et contrairement à l'entrée du journal de ma mère d'il y a 22 ans, celle qui disait qu'elle aurait aimé s'arrêter à un seul enfant, ces mots ne m'ont pas donné envie qu'il change. Ils étaient parfaitement justes. C'est un jeudi soir. Je suis assise dans mon appartement, la même cuisine où Béatrice a bu 3 verres de vin blanc et démantelé 22 ans de ses propres mensonges. La tache de vin sur la table est toujours là. Je ne l'ai pas nettoyée. Je ne sais pas trop pourquoi. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je me sens coupable, si je regrette d'avoir diffusé l'enregistrement, si j'aimerais avoir géré ça différemment. Voici ma réponse honnête, je n'ai pas diffusé cet enregistrement pour détruire ma sœur. Je l'ai diffusé parce que pendant 22 ans, ma famille racontait une histoire sur moi qui n'était pas vraie. Et j'étais la seule personne qui pouvait changer le récit. Pas avec de la colère, pas avec des discours, juste avec la vérité jouée à voix haute dans un espace où elle ne pouvait pas être murmurée et écartée. Est-ce que je regrette d'en être arrivé là? Chaque jour. Mais je sais ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse. Ma grand-mère aurait laissé son héritage à une menteuse. Mes parents auraient perdu plus d'argent qu'ils ne pouvaient se le permettre. Et j'aurais passé le reste de ma vie assise au bout de la table en espérant que quelqu'un remarque que j'étais là. J'ai fini d'espérer. Pas avec amertume, mais avec liberté. J'aime toujours mes parents. J'aime toujours ma sœur. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand on pose des limites. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer. Il s'agit d'arrêter la partie où l'amour est utilisé comme une laisse. Mon téléphone vibre. Un SMS de mon père. Je pense à toi aujourd'hui. 3 mots. Pas d'excuses. Pas de grands gestes. Juste la reconnaissance que j'existe, que je suis sa fille, moi aussi. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas la famille que je souhaitais quand j'avais 10 ans, pressant un certificat de concours d'écriture contre ma poitrine dans un auditorium vide. Mais c'est réel, et le réel suffit pour le moment. Samedi dernier, je suis allé au domaine de grand-mère Edith. Les tables de la réunion avaient disparu. Le projecteur était rangé. Les guirlandes lumineuses pendaient toujours entre les magnolias,
mais elles étaient éteintes maintenant, juste de fins fils sombres contre le ciel de Provence. Grand-mère m'attendait sous le porche dans son fauteuil à bascule, un pichet de thé glacé perlant sur la table d'appoint. Elle a fait un signe de la main quand elle a vu ma voiture entrer dans l'allée. Et quelque chose dans ce signe de la main, petit, impatient, comme une gamine repérant une amie à l'école, a fait mal à ma poitrine de la meilleure façon possible. Je me suis assise à côté d'elle. Nous n'avons pas parlé de Béatrice. Nous n'avons pas parlé de l'enregistrement, du testament ou de l'appel de ma mère. Nous avons parlé de son jardin. Les hortensias fleurissaient tard cette année. Nous avons parlé de mon travail. On m'avait proposé une petite augmentation, et elle a tapé dans ses mains comme si j'avais gagné un Oscar. Nous avons parlé de mon chat, Penny, qui avait appris à ouvrir le placard de la cuisine pour voler des friandises. Grand-mère a ri à ça. Un vrai rire, le genre qui plissait tout son visage et la faisait attraper mon bras pour se stabiliser. « Parle-moi de ta vie, ma chérie », a-t-elle fini par dire. La vraie version, pas celle que ta mère a éditée. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon appartement, de mes courses le matin, du club de lecture que j'avais rejoint, de l'ami qui m'avait appris à faire du pain au levain. Des petites choses, des choses vraies. Tu as l'air heureuse, a-t-elle dit. J'y arrive, grand-mère. Nous sommes restés assis sous ce porche jusqu'à ce que les lucioles sortent. Pas de drame, pas de public, pas de performance. Juste une grand-mère et sa petite-fille, rattrapant 22 ans de conversation qu'elles auraient dû avoir il y a longtemps. J'ai passé 22 ans à être leur fardeau. Mais il s'avère que la chose la plus lourde que j'ai jamais portée n'était pas leur déception. C'était mon propre silence. Et je l'ai enfin posé. Avant de partir, voici quelques leçons que cette expérience m'a apprises. 1. Le silence ne préserve pas la paix, il laisse juste la voix la plus forte de la pièce écrire l'histoire. 2. Protéger quelqu'un de la vérité, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle habillé en tenue de soirée. Et 3. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour cesser d'être invisible. Si quoi que ce soit dans cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, celui qu'on néglige, la personne qui continuait à venir même quand personne ne lui gardait de place, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Je les lis toutes. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, j'en ai mis quelques-unes de mes préférées en lien dans la description ci-dessous. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Cela signifie plus que vous ne le pensez.